Oligarchy Watch vous propose quelques petits rappels sur Jean-Luc Mélenchon, au cas où vous seriez tenté. Pour commencer, Mélenchon, comme la grande majorité des élus de la République, est franc-maçon. Il l'est depuis 1983, comme l'étaient son père et son grand-père avant lui. Il fréquente le Grand Orient de France. Il s'inscrit donc dans cette œuvre mortifère portée par la franc-maçonnerie qui dure depuis plus de 200 ans et qui a pour objectif de détruire totalement l'âme de la France, sa culture, son histoire, ses croyances, afin d'imposer le culte de la République et la religion de la laïcité qui l'accompagne. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique. Ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, des attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées disons, dans le milieu républicain et socialiste. Très curieusement, vous faites appel à l'ambition spirituelle de la République, au fond une religion nouvelle. Alors, est-ce qu'on revient à la religion des philosophes du XVIIIe siècle? Peut-être un peu. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez pouvoir réintroduire cet esprit religieux de la laïcité, bien sûr, laïque, mais cet esprit religieux dans la République? Alors, deux choses. La question, comment faire pour réussir? Et ils se disent finalement, remplacer une classe sociale par une autre ne suffit pas. Il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous nous sommes occupés du matériel. On a remplacé dans le fond les aristocrates par les bourgeois, hein, c'est ce qui s'était passé au XIXe siècle. Mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé. L'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française, autour de Madame de Stel, Benjamin Constant. Donc ils se disent, il faut inventer autre chose. Le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque, ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque hein, qui ont été publiés, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain ?
Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République, c'est une religion rationnelle. Donc c'est précisément, il n'y a pas de fin de l'histoire, l'histoire est en continu, c'est un appel à la conscience de chacun, au jugement, à la rationalité, mais ça s'édifie comme un système de croyance, très inspiré aussi du kantisme, avec la loi morale. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Je suis honoré et ému de me trouver dans cette situation particulière de candidat à la présidence de la République devant vous. Vous devinez peut-être pourquoi. Mais je voulais tout d'abord le souligner. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Je sais que vous ne manquerez pas à vos traditions. J'appartiens, avant toute chose, à la tradition philosophique des Lumières, dont je considère qu'elle est incarnée en politique, mais je n'y ramène pas tout mon engagement philosophique, par le socialisme révolutionnaire auquel j'ai adhéré depuis mon plus jeune âge, et dont j'ai cru tenir le fil de la continuité dans mes divers engagements, ceux de ma jeunesse étudiante dans le trotskisme, puis pendant 32 ans au sein du Parti socialiste, et dorénavant au Parti de gauche, dans la coalition du Front de gauche dont je suis le candidat à l'élection présidentielle. Enfant de la philosophie des Lumières, je plonge mes racines intellectuelles dans la tradition des libertins du XVIe siècle, et s'il fallait aller au-delà et avant, le long courant qui a traversé toute l'Antiquité jusqu'à ce merveilleux Ve siècle avant notre ère, où la démocratie elle-même et la philosophie naissaient dans la Grèce antique. C'est à cela que je me rattache, et par conséquent, le primat de ma pensée politique, c'est la liberté de conscience. La liberté individuelle, de quoi se découlent toutes les autres vertus qui peuvent ensuite être mises au service du collectif humain. Il est j'ai fait réplique au chanoine de Latran, c'est un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. On ne considère pas que ça doit être public. L'appartenance à la franc-maçonnerie doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature parce que, vous savez, une fois, j'ai été trotskiste 3 ans et je me suis payé 30 ans de notule ex-trotskiste. Donc si un jour je dis je suis franc-maçon, on va marquer franc-maçon ex-trotskiste. Et si je dis non, je ne le suis pas, on va pas marquer n'est pas franc-maçon, mais on me retrouvera au carrefour suivant. Oui, c'est arrivé à Michel Field, sans dommage pour sa carrière, hein, notule ex-trotskiste. De quoi? D'avoir dans sa notule oui, ex-trotskiste. Mais c'est terrifiant parce que lui est journaliste, moi je suis homme politique, je ne suis pas trotskiste. Je suis idéologiquement un républicain socialiste, donc ça m'ennuie de toujours être envoyé à... Mais je ne veux pas me renier, je ne renie pas ma jeunesse. Cela dit, quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il
il y a un tropisme maçonnique presque, non? Oui, clairement. Je suis très lié au courant des Lumières. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste est une intendance. La politique est une intendance de cette adhésion intellectuelle au siècle des Lumières et à l'idéal de l'émancipation de la personne humaine, émancipation radicale, culturelle, etc. Alors là, Xavier Bertrand a révélé récemment qu'il appartenait à la maçonnerie. Un peu contraint et forcé par l'Express. Oui, mais enfin il l'a fait. Et donc, est-ce que vous partagez la façon dont il l'a fait, ou en tout cas vous inciteriez les élus à le faire? Comment vous réagissez? C'est pas mes affaires, je m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous m'avez posée d'abord. D'accord, mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que la maçonnerie... Non, mais on parle de quoi? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, vous avez pris la symétrique de ce qu'avait fait Sarkozy au Vatican. Donc c'est quand même, c'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel. Non. Attendez, non, mais contentez-vous de ma parole, de ce que j'écris. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul Jacques, la maçonnerie et tout? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, ça me regarde pas. On ne vous demandera rien de plus. Si, mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, Monsieur Bourdin. Je suis un homme discret et je ne veux pas que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un élu doit représenter tout le monde. Maintenant, la question qui est posée sur la franc-maçonnerie, mais je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, Monsieur Bourdin? Non. Bon, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, Monsieur Bourdin? Eh bien, la maçonnerie est pour certains une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Et que va-t-on déduire de tout ça? Ce que je voudrais dire maintenant, c'est la chose suivante. Ne perdez pas de vue ce que ce courant a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité dans notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des Lumières. C'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. Monsieur, chaque fois que vous chantez la Marseillaise, le chant de notre patrie républicaine, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Si vous chantez l'Internationale, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, si vous êtes de gauche, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil des communards de Paris était franc-maçon et que tout le monde a été fusillé. Vous devez vous rappeler que les nazis ont ramassé le fichier des francs-maçons et déporté tout le monde. Et vous devez vous souvenir que ces gens ont tout au long de l'histoire pâti pour leurs idées. Alors, qu'il y ait des faiblesses humaines, il y a dans tout groupe humain des faiblesses humaines. Certaines sont hautement condamnables. Mais cela ne justifie pas qu'on en parle de manière aussi injurieuse ou que l'on aille faire de l'inquisition pour savoir qui est quoi. Respectons-nous les uns et les autres en respectant la vie privée de chacun d'entre nous. Je suis un homme qui a une activité publique, mais je suis un homme privé. Ma conviction privée, je le dis, je suis stoïcien. J'appartiens au courant des Lumières. Et maintenant, ceux de nos auditeurs qui veulent savoir de quoi tout ça retourne, courent à leur dictionnaire et à leur bouquin. Symbole, elle l'est déjà. La Tour Eiffel n'est-elle pas le porte-flambeau de la capitale? Avec ses 300 mètres de hauteur, elle dame le pion au Sacré-Cœur de Montmartre et ce n'est pas un hasard. Elle domine ainsi l'église qui ne voyait pas d'un bon œil la franc-maçonnerie.
C'est un flambeau en soi. C'est en même temps une pyramide, et une pyramide avec 3 degrés, les 3 degrés auxquels les maçons sont sensibles, c'est-à-dire celui de l'initiation, du compagnonnage et de la maîtrise. Mais Gustave Eiffel était-il franc-maçon? Le doute subsiste. En revanche, son chef de chantier, Eugène Millon, était un maçon très actif. Dans ce parcours du Paris maçonnique, un monument met tout le monde d'accord, celui des droits de l'homme, dont les francs-maçons sont à l'origine. Effectivement, là, c'est le cas parfait d'une architecture maçonnique assumée comme maçonnique et ayant des références maçonniques. Là, il y a une évidence, elle est indéniable. C'est un temple discret à l'ombre de la Tour Eiffel, commandé par la ville de Paris pour le bicentenaire de la Révolution. Avec ses 2 colonnes et sa statue de grand initié, il est une véritable planche de symbolisme. Il y a des symboles qui sont quand même très compréhensibles et très discernables, comme ce triangle que vous voyez là. Vous avez évidemment des équerres, des compas, beaucoup de références à Newton, au déisme en quelque sorte. Un œil éclairé peut décrypter des symboles sur nombre de monuments parisiens. En suivant la perspective du Louvre à l'Arc de Triomphe, dessiné par le nôtre, grands hommes, architectes, sculpteurs ont laissé des empreintes évidentes pour les francs-maçons. Une voie triomphale qui se prolonge jusqu'à la Grande Arche de la Défense. On peut trouver des éléments, des symboles qui sont liés à la franc-maçonnerie dans la Grande Arche, comme on pourrait éventuellement trouver des symboles liés à la chrétienté, par exemple. Le sceau du franc-maçon se fait toujours discret, pas d'inscription, pas d'explication. Sur l'esplanade de la Défense, qui a remarqué ce mastaba qui sera bientôt détruit? C'est une réalisation de l'architecte Émile Alliot. Il y a des architectes qui sont imprégnés de culture maçonnique. On peut imaginer qu'Émile Alliot avait cette culture-là et que volontairement, il a utilisé des symboles maçonniques pour réaliser cet espace, puisqu'ils font référence à un mastaba, qui est une figure classique de l'architecture maçonnique, et un gnomon sous forme pyramidale, pour indiquer suivre la course du soleil. Paris, cité maçonnique, jusqu'à la statue de la liberté et son flambeau, la liberté éclairant le monde. Eiffel en a fait l'ossature, Bartholdi, franc-maçon, la sculpture. C'est grâce à la levée de fonds des frères que la statue américaine a pu être financée. Sur sa petite sœur de l'île aux Cygnes à Paris, un symbole. Ce polygone de verre évoque la pierre taillée. Est-ce que ce n'est pas dans cette région que l'on voit tout d'un coup certains grands laïcs avoir leurs indignations sélectives les plus offensantes? Est-ce que ce n'est pas dans cette région que nous avons droit à une liste qui s'appelle liste chrétienne? Mes camarades ont dit que les fous de Dieu n'avaient pas leur place dans une campagne républicaine. Pourquoi? Parce que cette liste est composée de défenseurs de ce qu'ils appellent le choix de la vie. Et on trouve parmi eux un multirécidiviste endurci dans le crime. Un certain monsieur Xavier Dor, qui est l'inventeur et animateur des commandos anti-avortement dans les hôpitaux, à l'initiative de plus de 200 opérations. Condamné 12 fois à des peines d'amende et de prison, a totalisé des condamnations pour 28 mois, incarcéré 11 jours à la prison de Bois d'Arcy, et pour échapper à la condamnation suivante, il était condamné à 1 mois au centre de semi-liberté, il avait même demandé l'asile politique à la nonciature apostolique de Paris. Le Vatican a refusé. Je vous le dis avec le sourire. Mais ça n'enlève rien au danger que représentent ces gens. Comme mes camarades du Front de gauche ont protesté, Pierre Laurent, Pascal Le Néouanic, Martine Billard, celui-ci Coquerel et quelques autres qui ont signé un communiqué, voici la réponse qu'ils ont obtenue. La culture de mort avance en transformant les personnes en objets et en marchandises. Si c'est ça, la culture de mort porte un nom, ça s'appelle le capitalisme. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. En soutenant la transformation du corps en propriété privée, entre parenthèses, mon corps m'appartient,
Un non-sens éthique et politique, puisque le corps n'est pas à vendre, ce n'est pas le droit des femmes que défend le Front de gauche, mais les plus grands archaïsmes de notre temps, la disponibilité totale du corps de la femme pour satisfaire l'homme et le droit de vie et de mort sur nos enfants. Voilà les énergumènes que vous avez dans la campagne. Vous les châtierez rudement avec vos bulletins de vote, marquant que vous refusez, sans aucune naïveté, ce qui est la politique initiée depuis les États-Unis d'Amérique et qui se répand dans tous les milieux conservateurs du monde, qui aboutit à des manifestations dans tous les pays d'Europe, soutenues et approuvées par l'Église catholique, quand ce n'est pas par la diffusion de vidéos où le pape lui-même se prononce en faveur des manifestants, comme ce fut le cas en Espagne. La religion, la revoilà. Eh bien, nous avons un slogan, pas de religion en politique. Pas de religion en politique. Pas de religion en politique. La religion est une affaire qui est dans le cœur de certains et que comme telle nous respectons. Mais elle n'a rien à faire dans l'arène politique. Misérable qui l'a ramenée. Misérable qui a inventé des querelles grotesques sur ce qu'on sert dans un restaurant ou pas. Comme si la laïcité avait à voir avec les hamburgers. La laïcité, c'est une institution de l'État. Ça ne concerne pas les victuailles. Mais nous voyons bien ce qu'on veut faire. C'est faire prendre, comme ils l'ont fait avant-guerre, de manière infâme et jusqu'au meurtre de masse contre les Juifs. Faire la même chose. La figure du bouc émissaire avec tous ceux qui sont de religion musulmane ou supposait-elle. Nous sommes la patrie républicaine et nous ne voulons pas de ces distinctions qui nous jettent à la gorge les uns contre les autres. Nous ne sommes pas dupes de ce qu'est votre politique, elle porte un nom. C'est celui qu'a inventé Samuel Huntington, le choc des civilisations. Nous n'en voulons pas, nous ne vous laisserons pas installer à coup de religion un choc des civilisations, parce que nous voulons l'unité du salariat, de la classe ouvrière qui peut mener les combats pour ses revendications si on n'empoisonne pas le sang avec ces histoires de religion. Je vais finir en parlant de notre union. Notre union. Notre union est pure. Si nous rejetons la référence aux racines chrétiennes, ce n'est pas parce qu'elles sont chrétiennes, aucun d'entre nous ici ne se mêlerait d'avoir à commenter la religion ni la contribution du christianisme pour finir à la culture française. Mais ce qui ne va pas, c'est le caractère exclusif que vous donnez à ces racines. Car les racines de la France, Monsieur Ciotti, vous avez évoqué le calendrier, nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet est le mois de Jules César. Nous allons passer au mois d'août. C'est le mois d'Auguste. Le calendrier n'a rien à voir avec la religion. Vous avez évoqué l'architecture. C'est celle des Romains. Ils étaient, comme on disait, païens. Et puisque si vous êtes si bon français, souvenez-vous du fait que le seul empereur romain qui ait séjourné à Paris, Julien l'Apostat, était précisément réputé comme apostat parce que anti-chrétien et contre l'Église de son époque. Et par conséquent, je vais vous dire qu'à Castel-Sarrazin, les racines françaises ne sont pas chrétiennes. Et qu'à Rouen, où se trouve la plus vieille synagogue de France, persécutée dès l'an 1000, les racines n'étaient pas chrétiennes pour les sujets du roi de France à cet endroit. Si bien qu'il y a et le christianisme et beaucoup d'autres choses. Et la dette que nous devons aux Arabes est immense en physique, en chimie, en mathématiques et en philosophie. Quant aux fameuses racines, il faut bien les mettre quelque part. C'est dans un événement qu'en général vous situez, qui est le baptême de Clovis, une opération politico-militaire qui servait à l'Église à réprimer les Ariens, l'hérésie arienne. Donc il ne faut pas faire de l'histoire un tel argument à cet instant. La volonté républicaine, c'est d'en finir avec la référence exclusive à une philosophie ou à une image qui essentialiserait les Français. La nation française ne sera jamais une nation ethnique ni religieuse. J'achève en vous disant que Lamennais, qui était bon catholique, disait qu'il voulait la loi de 1905 parce qu'il ne voulait pas être la religion officielle. Souvenez-vous-en, si vous voulez être bon français, venez aux racines de la laïcité. Merci Monsieur Mélenchon.
Voilà, notre invité ce soir, donc Jacques Attali, l'économiste, président de Planète Finance et qui préside également la Commission pour la libération de la croissance française. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Lorsque Nicolas Sarkozy demande que la France assume sans complexe son héritage chrétien, qu'il vante aussi les identités diverses de la France, il a évoqué aussi les racines juives, il a aussi évoqué la trace de l'islam dans le patrimoine français. Mais est-ce que c'est le sujet de préoccupation des Français aujourd'hui? Est-ce que c'est utile? Moi, je crois que c'est pas inutile de parler de l'identité française, à condition de ne pas parler de l'héritage chrétien de la France, mais de l'héritage divers de la France. La France, comme vous l'avez rappelé, a beaucoup d'héritages. Elle n'est pas spécialement chrétienne, elle est aussi musulmane. Dans certaines régions de France, l'islam était présent avant la chrétienté, le judaïsme était présent partout, bien avant que la chrétienté soit là. Puis il y a l'héritage celte, romain, etc. Il y en a beaucoup qui vous diraient, mais attendez, c'est d'abord l'héritage chrétien aujourd'hui. Non. Il est majoritaire, largement, bien sûr. Un héritage, ça ne peut pas être majoritaire. Un héritage, c'est une trace historique. Il y a eu des traces historiques successives. Encore une fois, dans certaines régions de France, l'islam est là avant la chrétienté. Partout en France, le judaïsme est là avant la chrétienté. Les religions romaines, celtes, etc. sont là avant la chrétienté. Puis est venue la chrétienté, puis est venue différentes formes de philosophie. Donc c'est une des couches des multiples héritages. Qu'est-ce qu'il fait alors le président lorsqu'il retourne sur ces lieux? Il a prévu un tour de France, un peu des je pense lieux de mémoire. Il y a un double malentendu. Quand il insiste sur la dimension chrétienne, c'est pour opposer aux autres héritages. Bon, alors il se rattrape en parlant des autres, mais en réalité, le message qu'il veut faire passer, c'est l'héritage chrétien. Ce qui est assez inexact. Alors, soit il se rétablit en disant tous les héritages, et là c'est très bien, c'est une façon de jouer son rôle de président de la République, c'est-à-dire de rassembler toutes les sources de la France. Il divise là, à votre avis? S'il reste ambigu en mettant l'accent uniquement sur l'héritage chrétien et pas sur l'héritage laïque, sur les droits de l'homme, les Lumières, aussi l'héritage des Lumières, qui était anti-chrétien, qui est un grand héritage anti-religion en général, qui est un grand héritage de la France moderne. Tant qu'il insiste que sur une des dimensions religieuses et sur une des sous-dimensions du religieux, qui est le religieux chrétien, il divise. Le débat sur l'islam qui sera lancé début avril à l'UMP par Jean-François Copé et qui est un peu discuté par François Fillon, par Alain Juppé, est-ce qu'il est utile à votre avis? Moi je pense qu'il faut faire en sorte que toutes les religions de France aient les moyens de se conformer aux lois existantes sur la laïcité. C'est tout. On n'a pas besoin de la nouvelle. S'il y a des gens qui prient dans les rues, c'est parce qu'il n'y a pas de lieu de prière pour eux. C'est tout. Mais donc il faut que l'État paye pour construire de nouvelles mosquées aujourd'hui? Il faut que l'État fasse ce qu'il a à faire. Il faut aussi qu'apparaisse une classe moyenne et une bourgeoisie musulmane qui fait ce qu'ont fait les bourgeoisies et les classes moyennes chrétiennes et juives pour leur propre lieu de culte. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Donc quand on est arrivé en France, c'était l'horreur. Les Occidentaux, ça n'a pas de réalité. Personnellement, je ne souhaite pas être un occidental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ça m'intéresse. Je ne veux pas être un blanc catholique, je ne veux pas être avec Sarkozy. Donc je préfère être un noir athée. Mais sauf que c'est pas possible. Donc c'est bien qu'il faut s'organiser sur une autre base. Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu, il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975.
19e siècle. Au Grand Orient, la mixité en loge est récente. Élise est l'une des premières sœurs. Là, on va parler des sujets bioéthiques. Probablement, en ce moment, les femmes ont un œil averti, concerné, tout à fait différent. Alors, Madame Le Pen, vous me poursuivez? Merci pour cette belle accélération. Je sais pas, ne me dites pas ça, ça serait accablant pour moi. Hein? Vous devez vous réjouir de voir le système trembler. C'est-à-dire que c'est surtout lui qui se passe la corde autour du cou avec des instruments pipotés. Alors là, la pression va être forte sur vous. Hein. Et sur vous encore plus, madame. Non, mais ce qui d'ailleurs est une erreur. Parce que moi, je pense que empêcher la multiplication des candidats au premier tour, c'est le meilleur moyen de vous renforcer, oui. Exactement. Mais vous savez, peut-être, il y a des moments comme ça dans la vie où vous êtes à un point d'étiage où la bêtise de vos adversaires, ajoutée aux circonstances, remplissent tous les jours votre seau. Voilà. Et moi, mon travail va être d'essayer de renverser ça pour que vous perdiez. Et il va falloir que vous teniez... Mais alors, vous m'envoyez en justice, il paraît. Je ne sais pas pourquoi devant un tribunal. Moi, je suis prêt à refaire un débat avec vous sur ça. Mais non, mais c'est pas le problème. C'est que j'en ai marre de me faire traiter de fasciste. Je vous comprends. Voilà. Moi, j'en ai marre de me faire traiter de lepéniste, donc je comprends voilà, que... Bon, vous voyez, mais ça, vous pouvez pas encore poursuivre si c'est pas une injure. Bon, allez. Venga, venga. Je te cherchais pour un café. Hein? Il paraît que t'es tendu. Ah ben, tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer, puis alors en plus, tu croises la mère Le Pen. C'est le beau jour la journée. Ça commence bien, ça fait 2 jours que j'ai la poisse. Ah bon? Ouais. Bah, pas quand... Bon, on va se voir là-bas, alors. On débriefe quand? La politique est un jeu bien ficelé, où le hasard n'a pas sa place. Mitterrand, afin d'assurer son élection en 1981, a d'une part fait exister le Front National et d'autre part fait une grande place à Georges Marchais, côté Parti communiste. Les extrêmes sont très utiles à la République. En se tapant mutuellement et continuellement dessus, ils permettent aux candidats désignés par le système d'être élus sans encombre. La stratégie n'a pas changé depuis. La droite et la gauche œuvrent donc ensemble à préserver ce qui leur est le plus cher, la République maçonnique qui nous empoisonne depuis 1789. Un homme, qui n'était pourtant pas le plus à gauche des socialistes, contribue à arrimer Jean-Luc Mélenchon au PS. C'est François Mitterrand, auquel il restera toujours fidèle, alors même que nombre de socialistes prendront leur distance avec l'ancien président tout de suite après sa mort en 1996. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. Mitterrand en avait fait un de ses exécuteurs testamentaires médiatiques au public, transmettre la flamme. Et la sincérité de l'affection de Mélenchon pour Mitterrand, 1 an après sa mort, la manière dont il en parlait, signait l'authenticité du bonhomme. Et on ne peut pas détester Mélenchon quand on a connu cela. Et malgré tous nos différends, toutes nos disputes, toutes les injures que j'ai reçues, je n'ai rien perdu de mon affection personnelle pour un homme politique qui peut avoir une telle piété filiale pour Mitterrand et pour celui qui l'a fait en politique. 0 traîtrise, 0 insulte au passé chez Mélenchon. François Mitterrand, pour moi, c'est l'homme du programme commun. C'est l'homme de la mutation du Parti socialiste. Donc voilà, le leader que je suivais d'enthousiasme.
parce qu'il nous tirait de tout. Il avait toujours... Enfin bref, ce qu'on attend d'un dirigeant. Maintenant, c'est mon tour, donc je vois bien ce qu'on me demande. Hein. Et puis après, il y a l'homme que j'ai connu. Moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ce n'est pas rien pour moi d'avoir connu et fréquenté le président de mon pays. Ce n'est pas rien. Surtout celui-ci, là. Cet homme extraordinaire, d'ailleurs, qui le reste dans l'histoire. Beaucoup de ceux qui lui ont jeté des pierres, il ne reste rien, ni d'eux, ni de leurs pierres. Mais qu'est-ce que vous pensez de la critique que les socialistes eux-mêmes font de Mitterrand? Cette critique consiste à lui faire porter tous les péchés du monde pour en exempter tous les autres. Il a eu à affronter une situation compliquée par rapport à laquelle nous n'avions aucune grille d'analyse. Le capitalisme a changé et nous ne savions que faire. Mais qui a jamais dit qu'il était irréprochable? Personne d'entre nous ne dit qu'il est irréprochable. Mais moi, je veux faire vivre la leçon. De me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange. Mélenchon. Voilà pour cette intervention, Jean-Luc Mélenchon, qui appelle clairement à se ranger derrière François Hollande. Je leur avais dit qui était François Hollande et pourquoi, dans la saison des tempêtes... Vous avez voté pour lui, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais si, on peut revenir tout à fait dessus. J'ai voté pour lui parce que je voulais éliminer M. Sarkozy et sa politique. En matière sociale, plus modérée que les François Hollande, puisque François Hollande a tout aggravé de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Non, mais vous avez dit que Hollande, c'était pire que Sarkozy. Pire que Sarkozy. Oui. Et à l'époque, M. Hollande avait dit, moi je ferai différemment, je vais combattre la finance. Il arrive, il fait pire que Sarkozy. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je suis responsable de quoi, moi, dans cette histoire? Nous avait expliqué François Hollande pendant la campagne. Hein. Il avait dit qu'il ferait ça. Ben non, mais il l'a pas fait. Pourquoi? Il ne comptait pas le faire? J'avais aucune illusion, on se connaît trop, lui et moi. Est-ce qu'il est ennuyeux, François Hollande? Ah non, je ne le connais pas. Écoutez, je ne le connais pas assez pour en parler. C'est pas parce qu'on se croise dans une réunion. Premier ministre de François Hollande, non, c'est inenvisageable, ça. Non, j'ai déjà dit que... Ni ministre. Je crois pas. Non. Très concrètement, vous seriez prêt éventuellement à aller dans un gouvernement socialiste? Mieux que ça. Je suis prêt. Ministre. Mais oui, ça voilà. Voilà ce que dit François Hollande. Mélenchon, il fait partie des soldats perdus. Il se sent humilié. Je le connais depuis si longtemps. Je l'ai vu ramper pour entrer au gouvernement Jospin. Mais non, mais c'est bien lui, hein. Il est venimeux. Je devais dire à tout le monde, c'est un menteur. Oui. Ce type est en train de vous rouler dans la farine. Bon.
connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Mais il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche, socialistes et de droite. Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous vous foutez de moi là? Non, mais véridique. Mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les... Non, mais c'est vérifiable sur Internet ou sur la doc. C'est tous les derniers mercredis du mois, à l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Place de la Concorde se retrouvent les Hervé de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minc. Je ne vais pas vous dire ce qui est bon pour la Grèce. Vous le savez mieux que moi. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voter Syriza. Et si je vous appelle à voter pour Syriza, c'est d'abord dans l'intérêt du peuple français. Des gens qui, comme vous, chaque jour, ont à souffrir de la politique des néolibéraux. Donc vous êtes le Syriza de France, quoi, si j'ai bien compris. On va essayer, depuis longtemps, puisque ça fait des années qu'on travaille ensemble. Alexis Tsipras est-il un traître? C'est la question que se pose Twitter aujourd'hui. Avec ses dernières propositions de réforme, le Premier ministre grec n'apparaît plus si révolutionnaire que ça. Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles, essaye de trouver une cohérence dans ces nouvelles mesures. Donc Tsipras propose 4 milliards d'économies de plus que le texte rejeté par référendum. Vous suivez, demande-t-il, un tweet suivi du hashtag austérité révolutionnaire. Donc on peut considérer qu'il y a là une erreur dans le combat qui a été fait. Mais à partir de là, ça ne le disqualifie pas lui. Donc moi je reste solidaire de Tsipras. Les manifestants étaient rassemblés devant le Parlement pour réclamer la démission du Premier ministre Alexis Tsipras et protester contre la politique de rigueur imposée. Les gens qui sont ici sont mécontents de ce gouvernement qui était censé être de gauche, mais qui est plus de droite que la droite, dit cette femme. Ce n'est qu'avec des mensonges et des mensonges qu'ils sont arrivés au pouvoir, explique ce manifestant. J'ai voté Tsipras 2 fois. Il ne respecte aucune promesse. Ma retraite est divisée par 2. Qu'est-ce que je peux faire? Les politiques promettent et arriver à des postes où ils sont importants. Non, mais tu n'y crois pas une seconde. Politique, blabla. C'est du blabla, tout ça. L'histoire, elle est unique. Hollande, il n'a pas promis des choses qu'il n'a pas fait. Oui, mais d'accord. Et toi, par exemple, est-ce que tu n'es pas un menteur dans ta vie privée? T'as jamais menti à personne? Ça jette en doute aussi sur le vote le plus terrible qu'il y a eu au PS, c'est le vote sur le oui ou le non au référendum. Une fois, Fabius m'avait dit comme ça, il est incroyable cet homme, il me dit oh tu sais, je crois que là aussi ils ont dû tricher, hein. Si ça se trouve ils ont triché, ça se trouve on avait gagné, bah oui. Déjà je ferai remarquer à ceux qui aiment les archives, ils n'ont qu'à regarder. Quand la soirée se termine, le score n'est pas celui de la fin. Alors, entre le jeudi soir du vote et le samedi le recollement, le oui a gagné entre 3 ou 4 points. Moi, j'ai voté au Parlement européen une résolution qui disait qu'il fallait se tenir prêt, dans l'hypothèse où l'ONU en donnerait le mandat, à créer une zone d'exclusion aérienne. Et j'ai approuvé ce texte.
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que je me réfère, moi, comme je suis partisan d'une communauté internationale, la seule que je reconnaisse, c'est celle, en dépit de toutes ses imperfections, qu'incarne l'ONU. Et non pas le système de la toute-puissance américaine, raison pour laquelle j'avais voté contre toutes les autres guerres qui étaient du fait de l'OTAN. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que je me disais que si on laissait donner le signal que celui qui tape le plus fort a gagné contre la Révolution, alors on taperait très fort partout. Et je crois avoir été confirmé dans mon pressentiment, parce qu'il a suffi que l'on fasse ce qui a été fait pour qu'aussitôt la vague révolutionnaire redémarre dans toute une série de pays. Par conséquent, la révolution en tant que processus d'ensemble a été fortifiée par cette intervention. Commencer par dire que nous n'aimons pas les bombardements, ni vous ni moi. D'ailleurs, nous ne les avons jamais aimés. Les bombardements sur les civils, quels qu'ils soient, sont abominables. La Constitution a-t-on évoqué le fait qu'il faille intervenir en Irak, bombarder une fois de plus, comme on l'a déjà fait en Libye avec le succès dont on se souvient. C'est une résolution commune qui est partie du Parlement européen, qui a impliqué le groupe social-démocrate européen, une partie du groupe GUE dans lequel je siège, le groupe des Verts, et voilà, c'est ça cette résolution. C'est à elle qu'il faut dire merci. Alors nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la Libye. Nous ne sommes pas en guerre contre la Libye. Nous répondons à un mandat des Nations Unies qui nous enjoint, à nous qui en avons les moyens, d'intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. L'intervention en Libye était une erreur. C'est en substance ce que dit un rapport de la Commission des Affaires étrangères à Westminster. Presque 5 ans plus tard, le chaos continue de régner en Libye, où le gouvernement reconnu par la communauté internationale peine à asseoir son autorité. Il a eu raison. Pourquoi ne pas dire Nicolas Sarkozy a eu raison, Nicolas Sarkozy a fait le bon choix. Lorsque c'est moi qui ai la bonne idée, est-ce que vous demandez à M. Sarkozy de aller dire merci à M. Ça ne me gênerait pas. Alors la bonne idée... Écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Il n'y avait pas un journaliste des grandes chaînes de télévision jusqu'à ce qu'il y ait le mot salopard. Vous êtes des petits amusants et on vous manipule comme des pantins en agitant des chiffons rouges. Je sais pas pourquoi Cohen, d'habitude, il marre pas avec des conneries comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, c'est facile. Vous démarrez pas. D'habitude, t'es pas si con. Non, j'ai pas dit ça. Faut pas se victimiser non plus. Non, c'est pas. Mais j'ai aucun problème avec ça. Avec le coup, j'étais à la gauche socialiste. C'était Drey qui me faisait cet effet. Je me dis, mais t'es fou de parler comme ça, arrête ça, bon, t'es dingue, on va se fâcher avec tout le monde, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Et Juju, il avait ce talent-là, de voir où était la faille, et bam, on allait directement là. Et après, j'ai vu comment il s'y prenait, j'ai su faire mon son. Pleine complicité avec ceux qui les organisent. Hein, où je suis très bien traité. Qu'est-ce que vous allez faire, cher Ardisson, de parler? Voilà. On est invité parce que Jean-Luc Mélenchon fait de l'audimat. Donc c'est bon pour l'émission, c'est bon pour la part de marché, c'est bon pour la publicité. Bon. Merci, alors je vous signale que j'ai pas perdu ma soirée parce que je vais repartir avec une photo avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais que contrairement à ce que vous pouvez penser, on s'entend bien avec Direct 8 et Direct Matin, on a été les premiers à vous donner autant de presse et autant de couverture. Cliché très partagé sur les réseaux sociaux. Alors cette rencontre, ce n'était pas n'importe quel moment, puisqu'il y avait beaucoup d'hommes politiques qui étaient présents pour le pot de départ d'une journaliste de l'AFP qui s'appelle Sylvie Maligorne. Sylvie Maligorne était donc le responsable du service politique. C'est la journaliste que François Hollande a appelée lorsqu'il a fallu annoncer sa rupture avec Valérie Trierweiler. Et on s'aperçoit que Jean-Luc Mélenchon était un petit peu en mode fan, puisqu'on le voit en train de prendre une photo de François Hollande. Et j'ai une difficulté pour entrer avec les journalistes qui se trouvent là et qui m'accompagnent. Et apparemment, oui. Combien ils sont? 2 ou 3. Une bonne vingtaine. Combien tu dis? Quinzaine. Bon. D'accord. Entendu. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Tout va bien. Merci bien. Au revoir. Allez les petits loups, on rentre. N'oublions jamais que la construction européenne, quoi qu'on en pense par ailleurs, nous a amené la paix. Et que sans la paix, on ne peut rien construire.
L'Union européenne a joué dans la construction de la paix sur le continent et même au-delà un rôle absolument essentiel. Souvenons-nous d'où nous venons. Vous sentir européen et à vibrer pour l'Europe. Monsieur Pujadas, comment pourrait-il en être autrement? L'idée européenne est une idée de gauche. Depuis Victor Hugo, on disait contre les guerres, il faut faire l'union des peuples. Et l'Union européenne que nous avons créée d'abord pour régler le problème de la paix entre les Français et les Allemands, que personne ne l'oublie jamais. L'Europe n'a pas été créée pour je ne sais pas quoi, la paix et le reste, c'est pas vrai. L'Europe a été créée pour constituer une entité pour faire face aux Soviétiques avant que les Américains arrivent. Voilà, point. Ils ont d'ailleurs commencé par la communauté européenne de défense. Beaucoup l'ont cru que l'Europe permettait que la guerre n'ait pas lieu. C'était un mythe, Mélenchon. On est d'accord là-dessus? Complètement. Bon. Ce qui a empêché que la guerre ait lieu, c'est l'équilibre de la terreur. Absolument. Bon. Et très tôt, il dit la paix en Europe, c'est l'équilibre des forces. Toute la gauche allemande est contre cette position. Donc Mitterrand va au Bundestag. Il fait le discours resté fameux. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Ça fait cool, sympa, de venir avec sa femme, de se montrer dans sa vie privée, ça serait cool. Hein. Ça participe de médiocrisation de tout. Hein. Voilà, je suis comme vous, mais on s'en fout de savoir. Ils le savent que je suis comme eux. Je suis un être comme tout le monde, je mange, je dors, voilà, comme tout le monde. C'est pas pour ça que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je raconte, ce que je fais. Il faut défendre ça, mordicus. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai été beaucoup aimé. Et s'il y a eu du tort, je pense que ça a toujours été de ma faute. Peut-être à force d'aller comme ça, se jeter la tête à première dans tout. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon, un peu du propos. Et puis, il y a les petits bouts de crevettes. Voilà, c'est le taboulé quinoa. Ma mère chantait divinement, donc j'étais son admirateur total. Et il y a d'abord des raisons de pudeur personnelle. Moi qui ai horreur qu'on mélange la vie privée et la vie publique, c'est physique, vous le savez, je ne supporte pas ça. Aimante, joyeuse et ouverte d'esprit, la mère de Jean-Luc Mélenchon a joué un rôle essentiel dans son éducation. J'entends des gens raconter le contraire de ce qu'ils disaient il y a 3 mois, ou des fois il y a 1 semaine. Moi, je parle franchement de plus en plus mal le côté comédie. Alors, où est la clé? Elle est en nous. En nous. Prenez le pouvoir politique. Prenez le pouvoir en Europe. Prenez le pouvoir face aux riches et aux puissants. Vous pouvez. C'est dans nos mains. Il faut aller chercher là. Faut éviter de me toucher là, les gens.
Je viens juste de dire qu'il éviter de me toucher. Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Quelle est la nature de votre relation avec Cécile Chikirou? Excellente, monsieur. Mais encore? Excellente, je vais vous dire. Vous avez quel genre de question? Quel est le sens de votre question? N'ayez pas peur, mon bonhomme. Non, j'ai pas peur. Et ben voilà. Donc, quelle est la nature de ma relation? Elle est excellente. Si vous voulez faire remarquer qu'elle est une femme, que je suis un homme, et que peut-être cela pourrait entendre quelque chose, je vous rappelle quel est mon statut. Vous le connaissez? Président de la France Insoumise. Non, non, mon statut est état civil. Ben oui, vous me posez une question. Quel est mon statut? Qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes célibataire. Merci. Et, donc vous avez pour les impôts, que suis-je? La même chose. Voilà, c'est la raison pour laquelle vos questions, dont je perçois parfaitement le caractère insidieux et violateur, voilà, vous avez ma réponse. Quelle est la nature de mes relations? Excellente, voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie pour la qualité de vos interrogations et je ne suis pas peu heureux de me... Voyez avec M. Katnaf, ma vie privée ne vous regarde pas, madame. Sinon, on va parler de la vôtre aussi. La garde, là. Monsieur Mélenchon, comment se passe cette fin de campagne? Pardon, excusez-moi. Alors, abruti. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, quel crétin encore. Poussez-moi cette vermine. Donc, avec moi, vous parlez de politique. Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok? Mais je comprends pas cette agressivité. Enfin, c'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Mais vous me prenez pour qui, bonhomme? Je ne veux pas parler avec vous de ça, c'est clair? Si vous voulez me parler de politique, je vous réponds. Vous parler du titre du Parisien, si vous ne vouliez pas parler de ça? Si, je veux vous parler du titre du Parisien, petite cervelle. Pas de la prostitution, du titre du Parisien. C'est moi qui suis insultant? Vous me parlez de petite cervelle, c'est moi qui suis parce que je crois que c'est une limite que vous avez atteint. Allez, ça suffit. Bah merci. Moi, je vous dis pas merci. Vous savez pourquoi je ne peux plus venir voir les gens? À cause de gens comme vous. Pourquoi? Parce que votre question me saoule, monsieur. Vous comprenez? Et vous, madame, aussi? Sachez que les jeunes... Et là, il attend qu'il y ait un incident, tu vois. Vous avez vu cette sale fille? Mélenchon, il me paraît. Attention à la barrière. On est avec vous, monsieur. Attention. Attention à la barrière. Démontrer comment j'ai 40 000. Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que, eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Et en plus... Exactement, parce que vous mentez. Eh, regardez-moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 euros, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Pas du tout, pas du tout. Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Par là. De l'autre côté, c'est ouvert. Allez, on pousse. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos. Vous calmez, monsieur. C'est un violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis. Non, monsieur, je vais signaler. Je suis député, moi, monsieur, vous n'allez pas toucher comme ça. Vous n'allez pas toucher comme ça, monsieur. Je suis député. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Arrêtez, c'est longtemps. Arrêtez, c'est longtemps. Non, pas avec vous. Vous avez été faire ça avec moi. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Alors, vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous l'ai dit qu'il était violent. Ouais, non, mais on touche pas aux camarades. Sinon, vous donnez pas d'ordre chez moi. Descendez de cette table. Arrêtez de salir mon matériel.
Ça fait 2 fois que vous dites que je suis un sauvage. Parce qu'il y a un policier qui trempe quelqu'un. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne le touchez pas, vous ne le touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, Vous n'êtes pas le procureur, vous. un procureur avec un gilet C'est pare-balles? un truc de police? Oui. Celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Lui, là. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice, là. Je ne fais quoi? Me trouver une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7 h du matin chez moi, ainsi qu'au siège du parti, là, le parti de gauche. Madame Belloubet, vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire, là? Vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire? Vous avez tout oublié? Qui vous êtes? Qui je suis? Qui je suis? Vous avez tout oublié? Qui vous êtes? Qui je suis? Vous n'avez donc plus aucune dignité? Tous les coups sont permis?